Il y a une personne. Record active. Chat Bob, oui. Donc, on va être seul, Bob et moi, malgré que ça commence à 7 heures. Donc, comme tu m'entends, écoute, j'ai rien de préparé. J'ai dit que je répondais aux questions. Ça fait que, à toi la parole, mon cher. Pose-moi une question. Entre-temps, on ne sera pas seul. T'as souhaité. Sinon, tu vas avoir tu poseras les questions que tu voudras. Tu vas avoir un rang de Ah, il y a un Claude aussi. Bon. Entre-temps, il a mouillé toute la journée dans l'Outaouais, toute la nuit et hier aussi. Il doit avoir tombé 50 mm de pluie, certainement. L'hiver est fini, ça c'est sûr. Pour jusque Mont-Laurier, on va dire. Somme toute, j'ai l'impression que si on fait exclusion du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie et un petit peu peut-être là Côte-Nord, là, au lieu de Chevreuil, là. Quand je parle Côte-Nord, là, je devrais plus dire là, Québec en montant, mais sur le côté nord, là, excepté ces trois zones-là, ça devrait être... Merci beaucoup. Ça aurait dû être un autre assez bel hiver à un hiver dans la moyenne là, pour les pires cas, presque pires cas, on va dire. Chez nous, là, c'est sûr que si je pars ça, mettons, là, je prends Pontiac, je fais une grande boucle, je vais chercher jusqu'à Maniwaki en m'en allant vers Kamika, en redescendant vers Montréal, là, tout ce grand rond-là, c'est sûr que c'est un bel hiver. Une seconde, bel hiver. Bon, faut que je voie la deal que j'ai avec moi-même et vous autres. Whedon, bel hiver, essuie-pouce, effectivement. Faut que les gens comprennent que on est juste le 8 avril, là. On a gardé en mémoire l'année passée parce que c'est notre plus fraîche dans notre mémoire. Mais en réalité, le 8 avril, moi, mon barème, là, ça fait 20 ans à peu près, pas à peu près, je pense que ça fait 20 ans que je donne la formation de printemps, qui commence toujours le 22-23 avril. Et en 20 ans, il y a eu à peu près 3 fois qu'il restait de la neige. Et 3 fois, ça a corroboré avec les hivers difficiles qu'on a eus, qui sont bel et bien déterminés par les règles à neige, puis la suivi des règles à neige, puis qui ont été en plus là, corroborés avec les mortalités, puis les succès de chasse à la baisse l'année d'après ou même 2 ans après. Là, je nomme 2008, 2014, 2019. 2008 puis 2019 ont été les pires. Et 2019, pour votre information, j'ai fait les formations chez nous. Il y avait un pied et demi de neige encore partout. On se promenait en raquette la première fin de semaine. Puis la deuxième fin de semaine, le 30 avril, on était encore en raquette le vendredi. Le samedi, on a décidé de les enlever. Et là, aujourd'hui, on est le 8. Ça fait une semaine et demie qu'il y a pratiquement plus de neige là, partout dans le secteur où je donne les formations. Et il n'y a pas eu de neige avant la fin janvier. Il ne faut pas oublier ça, là. Fait que moi, je pense qu'on est en business, là, puis on va avoir une autre augmentation dans la population. Fait que ça devrait être plus facile. Hey, on a même quelqu'un de Toronto. Donc, pour que ce soit le fun, j'avais dit, il faut que les gens me posent des questions. Fait que s'il n'y a pas personne qui me pose des questions, je vais être obligé d'inventer des questions. Fait que là, ça devient plus complexe. Dans le sens que je peux vous parler, vous aimeriez entendre parler de quoi? Il faudrait au moins que j'aurais quelques indices. Là. À quelque part, il faudrait qu'il y aurait quelqu'un de courageux qui pitonne sur son clavier une question, puis pendant que je vais répondre, il y en a un autre qui va se dégêner, puis un autre, puis un autre. Puis là, à un moment donné, ben, je vais parler, puis on va avancer. Bon, ben, ça tape, là. C'est pas apparu encore, mais entre-temps, je peux vous dire que dans l'Ouest canadien, ça varie beaucoup d'une zone à l'autre, là, mais ça semble que
Alberta, Saskatchewan, Manitoba, là, c'est un hiver qui va être un peu plus dur que les 4-5 dernières. Là. Bon. Les autres, là, comment ça va finir, on verra. Mais pour le moment, ça ressemble ça. Sauve l'érable, quelles sont les autres espèces favorites du chevreuil? Chasse à l'appât ou à la trail, Québec, zone 5 ouest. Bon, OK. On commence avec Bob, sauve l'érable. En réalité, là, je vais répondre indirectement à Bob en disant, moi, ce que je retiens avec, puis je l'ai vu, j'ai avancé beaucoup dans les 5 dernières années, encore beaucoup plus à cause des caméras de surveillance, où j'en avais tellement accès d'unités, puis j'avais accès à des terres de différentes qualités, de pas bonnes à très, très bonnes, avec des faibles densités jusqu'à très forte densité. Et j'ai essayé de varier mon approche. Puis j'ai pris une approche que des gars d'Orignal m'ont donnée en me disant, les orignaux, ils cherchent souvent ce qu'il y a de plus rare dans ce qu'ils aiment le plus. Puis c'est là qu'il va y avoir une concentration. Autrement dit, si tu es dans une zone où il y a beaucoup de bouffe pour l'orignal, puis qu'il n'y a pas grande cachette pour la température qui fait chaud, il y a des chances que ça va être ça. Fait que j'ai appliqué ça pour le chevreuil dans mes dernières années, en jouant avec les caméras, parce que je peux pas être partout à la fois, et il n'y a rien de plus payant qu'une caméra bien placée, pour finalement être obligé de dire que c'est pas l'espèce qui est importante. C'est vrai que la famille des Arabes, c'est super, c'est les meilleurs. Après ça, on pourrait dire les chênes, les cerisiers d'automne, on pourrait dire c'est surtout là, la broussaille là, qui est bonne aussi. Là. Tout ce qui pousse entre la sous-couche de Hunnefeuillu, puis le sol là, de 0 à 4-5 pieds, là, autre que du foin jaune puis de l'herbe, là, mais toutes les petits graminées d'un bord puis de l'autre, puis les herbacées d'un bord puis de l'autre. Mais tout ça confondu, moi je dis tout le temps, on fait une erreur, les chasseurs, on regarde l'image trop petite de notre terrain au lieu de regarder en premier la plus large. Là. Parce que là, nos bocs qu'on cherche, nous autres, ça couvre 700-800 acres de terrain, des fois 1000 acres, des fois 500-600 des plus fortes densités. Fait que si vous vous mindez juste avec votre terrain, vous connaissez juste votre terrain, vous pouvez pas comprendre assez bien comment le chevreuil gère toute la patente, parce que lui, il gère 700-800 000 acres de terrain, tandis que vous autres, vous êtes sur 100, 150, 50. Fait que là, il faut que tu aies une vue plus générale en partant pour trouver les grosses sources de nourriture, les moins grosses, puis les faibles. Mais sur 700-800 000 acres tout autour de toi, on est issu d'une zone alimentaire majeure, mais on manque de cachette, ou on est dans une zone de cachette importante. Il y a beaucoup de sanctuaires, il y a beaucoup de terres no hunting, où des gens ont acheté des terres et ils veulent pas de chasseurs. Puis là, on manque de bouffe. On n'est pas dans l'agroforesterie, on est en forêt, comme dans l'Outaouais, mettons. Puis là, il n'y a pas eu de coupe à nulle part sur 700-800 acres depuis 10-15 ans. Ben là, de toute évidence, depuis 15-20 ans. De toute évidence, là, on manque de bouffe. On va avoir plus de cachettes. Fait que moi, c'est plus comme ça maintenant, là, depuis 4-5 ans que je concentre mes activités. Puis c'est bien plus payant pour trouver tes bocs, puis trouver le mouvement, que se concentrer sur une bouffe en particulier. Puis par-dessus ça, je rajoute la carte Lidar là, dans Forêt ouverte, qui est un bijou, là, ce site-là. Puis là, c'est là que j'essaie de déterminer s'il y a de la sous-étage, s'il y a du feuillu. Puis ce que je fais, au lieu de dire qu'est-ce qu'il aime, j'élimine qu'est-ce qu'il aime pas. Quand j'arrive dans un sous-étage, il y a beaucoup d'êtres, des jeunes êtres, le chevreuil en mange pas. Ben, j'élimine ça. Si j'arrive, c'est trop fort en conifère, ben là, ça, c'est de la cachette. Mais il n'y a pas d'autres cachettes, ben là, je fais un plus. Puis s'il y a beaucoup de cachettes, ben là, je cherche la bouffe, je sors de là. Puis je m'en vais comme ça. Bon, Steve, lui, il dit chasse à l'appât ou à la trail. Ben, ça se répond vite. À la trail, à l'appât, c'est sûr qu'on essaye de chasser le plus possible des passes, tirer avantage des appâts des autres. Si je suis en Saskatchewan sur notre pourvoirie, ben là, je peux pas tirer avantage de l'appât des autres, c'est des territoires exclusifs. Fait que je m'organise avec nos appâts, mais j'essaye d'avoir du blocage, j'essaye de pouvoir rentrer discrètement, être capable de sortir de l'appât. Puis j'essaye de la laisser dormir l'appât plusieurs jours avant de la chasser. Puis
Mais si j'ai le choix, j'aime bien mieux pas être sur un appât. Moi, les appâts, là, c'est pas que j'aime pas. C'est plus que j'ai pas de plaisir à regarder un appât de la journée. Mais ça, c'est moi, là. J'ai été élevé en Anticosti 10 ans, à face de la chasse fine, ça fait que tu changes pas ça du jour au lendemain. Fait que oui, je vais privilégier une pause trail avant un appât. Particulièrement dans des zones surappâtées, où tout le monde apporte de toute manière. Puis là, les gens disent, ah, si j'apporte pas, il n'y en aura pas. Ben non, voyons. Tu penses que les chevreuils passent de A à B par un tunnel en dessous de la terre ou par les airs? Ils passent à quelque part. Ben c'est ça, toi, ta job. S'il y a trop d'appâts dans le coin, il faut que tu sois à quelque part. OK. Fait que ça, c'est réglé. Est-ce possible qu'un mâle mature, 7 ans plus, limite son terrain de route dû à la pression de chasse à environ 50 heures sur un secteur très précis, un peu comme l'orignal peut faire, et ses femelles? Non seulement c'est possible, mais c'est souvent ça qui arrive. Les très vieux chevreuils, là, quand c'est rendu à 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans, ça rute beaucoup moins d'abord. Bon, on pense que ça rute moins. En réalité, c'est pas que ça rute moins. C'est que ça l'a concentré ses activités dans un petit secteur qu'il connaît par cœur, qui a été choisi parce que il y a juste assez de bouffe, puis il y a beaucoup de cachettes, il n'est pas dérangé, la pression de chasse est inexistante alentour. Puis à partir de là, il y a assez de femelles. Là, on vit dans un monde de débalancement de ratio. Donc, ils poignent les femelles alentour. Puis de toute manière, rendus à ces âges-là, ils ont moins de goût de participer aux rues. Ça veut pas dire que ils ont une passe facile, ils vont pas apprendre, là, mais c'est pas des courageux comme 3-4 ans peuvent être excités puis participer aux rues de manière active. Ça fait que oui, la réponse, c'est pas mal un peu comme l'orignal. Steve, lui, dit, le chevreuil se tient-il dans les plantations de conifères de 25 ans difficiles à marcher? Ça revient à la réponse que j'ai faite à mon premier. Oui, si il y en a pas gros de ça, puis qu'il y a toutes sortes d'autres, il y a beaucoup d'autres terrains, pas de cachette, c'est sûr que ça, faut que tu te tiennes proche de ça. Mais si dans ton coin, des plantations du genre, il y en a une tonne, dans le sens que chaque propriétaire terrien de 100, 200 acres a son petit 10 acres de plantation, c'est pas élagué, c'est pas nettoyé. Mais là, il y en a beaucoup, là. Fait que là, faut que tu regardes alentour, la qualité de la bouffe, puis le temps de l'année, qu'est-ce qui va, c'est quelle bouffe qui va attirer les chevreuils. Puis peut-être c'est la plantation juste collée à cette bouffe-là qui va être le bingo, là. Puis tu tiens quelque part entre les deux, pas directement dans la plantation tant que possible. Bon, Philippe, es-tu du style à gérer ton odeur tel John Eberhardt ou le vent, lequel priorises-tu? Quelle est la mémoire visuelle auditive d'un chevreuil et celle d'un orignal? Je pourrais pas dire celle d'un orignal parce que je connais pas assez ça. Puis j'ai pas assez d'expérience. Ce serait un gars comme Jason qui pourrait vous en parler plus. Je peux vous dire que les chevreuils ont de la mémoire. Puis beaucoup. L'histoire que tu te fais une cache là, et condo, puis les chevreuils s'accoutument là. Pas vu ça souvent. Ils s'accoutument de poser ailleurs. Fait que ils comprennent puis ils connaissent sont où les activités des humains. Et plus ils vieillissent, plus ils les comprennent. Et ils gèrent le déplacement en fonction de ça. Dans le sens que quand ils ont passé à travers la première année, la deuxième année, c'est encore pire, ils sont très difficiles à pogner, si on peut dire, dans des manières traditionnelles, là, cache à pas, puis cache très visible. Fait que oui, bon. Pour l'odeur, scientifiquement, là, écoute, les gars aux États-Unis arrivent avec des choses des fois que ça me fait un peu gricher pas des dents, on va dire. Moi, je parle beaucoup avec les gars les gars de sang, là, ceux qui font les conducteurs de chiens de sang, Simon Lemay, voyons comment il s'appelle à Québec, David, je crois qu'il est une autre machine, là, puis il y en a 2 ou 3 là, que je jase avec eux autres, là, puis tout le monde c'est 100% convaincu que y a rien pour cacher les odeurs contre le chien, puis 100% convaincu que les chevreuils et les orignaux sont meilleurs que le chien. Fait qu'à quelque part, si tu prends ça en bande, ça veut dire que ce qu'il y a sur le marché pour protéger tes odeurs, dans le mieux, ça va retarder le processus. Ça va te donner des verges. Si t'es à l'arc, ça te donne 5 verges, c'est peut-être le 5 verges que tu as besoin. C'est sûr que moi, si j'ai un gars qui sent patate frite dans notre camion le matin avant de partir,
il y a des chances que dans le bois, ça va être pire. Puis, quand tu sais, comme nous autres, là, à pourvoirie, on avait 6 clients, des fois 8. On avait un monsieur là, qui a été renommé pour sentir le parfum. Il prenait sa douche 3 fois par jour, puis tout le temps du parfum. Puis à un moment donné, il a fallu mettre les points CI puis les barres CT que ça n'avait pas de bon sens parce que tout le monde sentait le parfum. Fait que oui, on prend des attentions, mais on n'en fait pas de maladie, c'est le vent qu'on fait de maladie. Le vent, c'est sûr que c'est très dur à gérer. Puis on fait une maladie parce que c'est le seul moyen de s'en sortir. Fait que il y a 2 manières de se gérer le vent. La première, c'est toujours essayer d'être le plus loin possible de où tu penses que tu vas tirer. Fait que si toi, tu es une carabine, puis ton spot, ta passe, là, tu vois à 150 pieds. Tu pourrais te reculer à 150 pieds, là, prends-les. Si tu es à l'arc, tu pourrais te reculer à 85 pieds, puis à 85 pieds, tu tires bien. Prends-les. À l'arbalète, tu pourrais aller à 130, 140 pieds, puis t'es bon, puis prends-les. Parce que plus tu vas être loin, moins tu vas te faire pogner. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je le dis souvent aux gens, écoutez, là, si vous avez juste 2-3 spots de chasse, là, pourquoi vous les testez pas, vos spots? Pourquoi vous allez pas vous acheter de l'encens? Puis, tu sais, les bâtons d'encens, là. Puis là, tu dis, moi, mon appât est en face, là. Il va monter de l'appât à ma cache. Un vent nord-ouest, ça va être de l'appât à ma cache. Va t'asseoir dans ton stand ou dans ta cachette, puis mets un bâton d'encens 15-20 pieds en arrière de toi que tu ne peux pas sentir parce que le vent est comme ça. Et si après 10-15 minutes, ça fait déjà 2-3 fois que tu sens l'encens, de toute évidence, tu es sur un spot que le vent n'arrête pas de tourner. Ça veut dire toute la topographie, la forêt alentour, la manière que c'est bâti, le vent nord-ouest là, il est pas bon. Fait que tu peux pas chasser là. Tu peux pas espérer que tu vas être là 1 heure, 2 heures, 3 heures sans brûler ton terrain. Bon, Jean, c'est-tu bon faire du rattling et du ground s'il n'y a pas beaucoup de mâles? Pas terrible. C'est réellement pas terrible. Moi, c'est sûr que, on va dire, tu peux être dans une zone où il y a beaucoup de chevreuils. Dans le sens que on va prendre la 6 Nord, 6 Sud, la 7 Sud, la 5, toutes les zones là, limitrophes de Montréal où on sait qu'il y a des problèmes de surpopulation dans certains habitats. C'est pas tout pareil, là. Les gars, ils chialent, là, souvent, là, qu'il y en a plus, il y en a plus. Il n'y en a pas plus, là. Écoute, il y a des spot checks faits par les inventaires aériens d'un bord puis de l'autre. Ils ont volé à Forêt de Longueuil, là, parce qu'il y a des problèmes dans cette municipalité-là, puis ils ont étiré chaque bord, là. Puis il y a encore des terres dans la 5, puis des bords de la 8, puis qu'il y a encore 20, puis 22, puis 25 chevreuils au kilomètre carré, là. Quand tu dis il n'y en a plus, c'est parce que souvent, on voit pas que nos habitats sont pas bons. Que même s'il y a beaucoup de chevreuils dans la zone ou dans le secteur, si ton habitat est pas bon, ton 50, ton 100, ton 150 acres est pas bon, pourquoi le chevreuil viendrait chez toi, même s'il y en a beaucoup? Il va aller dans les bons habitats pour lui, là. Mais, sur les sites, puis sur Facebook, puis ses pages Facebook, le monde s'achiole d'un bord puis de l'autre. Eux autres, ce monde-là, souvent, ils font pas cette démarcation-là. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas moins, puis ça veut pas dire que c'est pas différent que c'était il y a 5 ans. Ça, je vous le donne en 1000, là. Et le gouvernement essaye d'abaisser les populations de chevreuils dans les zones où il y en a beaucoup, puis dans certaines places, ils réussissent. Puis s'ils réussissent, c'est normal qu'on en voit moins. Sinon, on dirait, non, ils n'ont pas réussi. Mais il y a des terres qui en ont encore beaucoup, parce qu'il y a d'autres phénomènes qui se passent. Ceci étant dit, dans les zones à grosse densité, je ferai pas plus de rattling puis mais j'aurai un ground call, parce que même si mes Kodak m'ont pas montré de bas, mais que le rut arrive, ça se peut que pas loin alentour, il y a du bas, puis ils vont passer chez nous, parce que la densité est forte. Mais si je donne une zone, en montant vers le Bas-Saint-Laurent, Québec, nord de la Beauce, côté nord du Saint-Laurent, Port-Neuf, où on est dans le 3, 4, 5 chevreuils, puis des fois 2 chevreuils au kilomètre carré, je suis pas fort, je suggère pas de coller bien, parce que il n'y a pas assez de chevreuils, puis ta marge de manœuvre, pour qu'ils t'entendent, pour qu'un chevreuil t'entende, il faudra qu'il soit proche, et ça veut dire qu'il faut que tu colles en même temps qu'il en passe un proche. Tes chances de coller, tu vas être tanné à la fin de la journée, là, tu vas coller, puis il y a plein de places qu'il n'y a pas de chevreuil, puis vous êtes en train de chasser, là. Ça fait que je perdrais pas mon temps, je resterais quiet, puis je forcerais pas grand-chose dans ces coins-là.
Tu dis placer bien les caméras. Peux-tu en parler plus? Ben, Steve, toi, t'es vite sur le piton. Si c'est le même Steve, je vais te passer vers la fin, je vais revenir. La passe naturelle des chevreuils, Fred, est sur le lot de mon voisin à environ 30 à 50 mètres de la ligne. J'ai un petit 60 arcs dans la 10 ouest. Est-ce qu'il y a de façon de détourner une passe naturelle vers chez nous? Oui, mais faudrait que tu aies accès à sa terre pour détourner son chevreuil vers chez vous. Tu comprends que si le chevreuil passe chez eux, tu veux plus qu'il passe là, ben pour réussir à le détourner, s'il vient de chez vous, t'as pas de problème. Mais s'il vient d'ailleurs, il faudrait que tu puisses aller travailler ailleurs. Mais là, c'est complexe. Là. Il faut que tu aies une permission ici, un ça. Mais mettons là que on va virer ta question. Mettons que tu es chez vous, ça passe, sur une certaine largeur de terrain, puis toi, tu es pro RTLB. Mais ton voisin, lui, il veut rien savoir d'RTLB. Puis, ta passe à toi finit, ça passe sur le voisin aussi, et il en meurt sur le voisin, parce que les autres, là, pas de chaud, un spike, ça tombe. Ça t'achale, tu veux passer à d'autres choses. Tu pourrais scraper la passe pour les deux, parce que là, elle passe aussi chez vous. Et comme ça, sauver du petit boc qui mourrait de toute manière chez ton voisin, et toi, ben, de temps en temps, s'il passe un beau boc, ben, tu le pogneras ailleurs. La seule, mettons que la manière la plus efficace, c'est de la barrière. C'est de la clôture. Tu peux prendre différentes manières. Ça peut être, c'est moins beau dans le bois, là, mais les clôtures à neige en plastique, rouge ou noir, ces chantiers qu'on voit ouverts, là, ça a 4 pieds de haut à peu près, là, une bande, là, que tu pars à 1 pied et demi du sol, là, puis elle va finir à 5 pieds et demi, là, sur 300-400 pieds dans le bois, là, ça va prendre 2 semaines, puis le chevreuil il va avoir fini de faire sa clôture, il va la contourner dans les extrémités. T'en mets assez creuse chez vous, pour pas que les voisins la voient nécessairement, mais pas trop creuse non plus, pour pas que les chevreuils fassent le tour, puis rentrent dans la page de l'autre bord. Qui aillent chercher des passes ailleurs. Ils vont s'accoutumer, puis ils vont le faire. Si tu trouves pas ça beau, tu peux coucher des arbres, puis barrer cette passe-là. Sinon, tu peux t'acheter un gros rouleau de clôture électrique de cheval là, ou de vache, là, mais en fer, ou ça pourrait être ceux tressés blanc ou jaune. 3-4 passes à 1 pied, 2 pieds, 3 pieds, 5 pieds, à tracher après les arbres sur 500-600 pieds de large, ça va faire la job. Est-ce que tu recommandes de chasser dans une tente camo? Est-ce que je recommande de chasser dans une tente camo? Définitif que il y a peut-être 8-10 ans, j'étais un peu perplexe, on peut dire, ou je me disais, bof, un autre gréement, une autre consommation. Mais finalement, on va passer un peu de temps là-dedans, avoir mis les clients là-dedans à Saskatchewan, ça a sa place dans l'artillerie d'un chasseur, définitif. Surtout dans des passes que tu vas chasser qui sont trop exposées visuellement. Tu sais, comme moi à Saskatchewan, là, puis c'est pareil, c'est le même chevreuil qu'au Québec, là. On avait une place de la mort, c'était un super spot. Mais n'importe comment, on installait notre chasseur pour tirer avantage de ça. À un moment donné, les chevreuils, en allant ces appâts, un peu partout dans le bois qu'on dispersait nos appâts, ils spottaient notre chasseur tout le temps. Puis là, on voyait la diminution un peu de l'action et on voyait aussi les bocs arriver beaucoup plus peureux. Ils voyaient les femelles ses nerfs, puis ils arrêtaient plus loin en arrière, et là, ils hésitaient. Ça fait que si t'avais pas un gars très alerte qui spottait dans le plus dense, notre succès de chasse s'est mis à baisser. Fait que là, on a dit, bon, ben, on essaye une tente à terre. Ça a réglé le problème. C'est juste ça, puis mis 2-3 petits conifères en avant pour la casser un peu. Ça l'a aidé énormément. Maintenant, ça a d'autres qualités, mais ça a des défauts. Une des qualités, c'est que ça contrôle assez bien l'odeur. C'est que si tu as le vent en face, évidemment, puis que de temps en temps le vent tourne, ben en étant dans le cache, c'est beaucoup moins suicidaire. Ça garde ton odeur. Puis si toi, t'es genre qui est de la bougeotte, là, qui bouge beaucoup, puis qui aime jouer dans son pack-sac, tu check s'il y a du réseau, t'es sur ton téléphone, ben ça va t'éviter un paquet d'erreurs aussi d'être dans une cache comme ça. Parce que là, tu peux fouiller dans ton pack-sac, sortir un sandwich, puis t'es déconcentré. Mais c'est pas grave, t'es à l'abri, t'es camouflé. Fait qu'il arrive un chevreuil, il spotte pas le mouvement. Puis là, tout ce que t'as à faire, toi, c'est de te relever lentement face à tes trous. Puis donc, c'est un plus. Le seul moins, c'est que t'entends rien.
Moi qui est déjà à moitié sourd, ça, c'est contraignant. Mais comme pour la chasse au chevreuil, l'oreille est quand même pas le point le plus important, quoique ça a fait tuer beaucoup de chevreuils. Je pense que c'est un outil de premier plan. OK, alors reviens par le haut pour voir, bon, OK, là, ça c'est réglé. Est-ce possible, Mathieu? La plantation est faite. Quelle est la hauteur idéale pour... Bon, Antoine, il dit, quelle est la hauteur idéale pour installer un tree stand pour la chasse à l'arc? Bon. La hauteur idéale, c'est pas compliqué. Montez, installez votre tree stand 15-18 pieds ou un ladder stand 15-18 pieds. Mettez un bonhomme dedans. Ben, mettez pas un bonhomme, mais mettez votre dossard ou mettez votre veste camo dedans si c'est à l'arc, là. Mais quelque chose qui a l'air de, il y a quelqu'un dedans. Puis reculez-vous. Où est-ce que vous pensez que vos chevreuils vont passer, là? Si le chevreuil passe à, mettons que t'es à l'arc, tu penses que la trail que tu spots, là, c'est 22, 23 mètres, 20 mètres, ça joue là-dedans. Va-t'en dans ta trail, puis regarde, fais des petites affaires alentour, tourne ta tête à niveau de tête d'un chevreuil, là, lève pas ta tête de même, lève ta tête comme ça, puis regarde tout le tour. Si dans tes angles morts, là, tu sais, ce qu'on voit flou, là, tu vois tout le temps ta cache ou ton bonhomme dans son tree stand, t'es trop bas. T'es trop bas parce que nous autres, on voit moins bien que le chevreuil quand on fait un mouvement, quand il y a un mouvement, puis le chevreuil a un gros œil ressorti de la tête, et chaque barre. Fait que lui, là, quand il est côté à toi comme ça, là, nous autres, on a un canal vers l'avant, mais lui, là, il voit 180 tout le tour. Là. Il y a rien qu'un petit angle en arrière qui ne voit pas d'à peu près 25 degrés. Là. Mais tous les côtés, là, c'est immense ce qu'il voit, là, lui. Fait que s'il est de côté de même, puis t'es pas assez haut, c'est sûr qu'il spot le mouvement haut là, puis tout, il survit. Fait que, pour répondre, là, je t'ai donné une explication pour que vous compreniez bien, mais pour répondre précisément, là, en bas de 22, 23 pieds, c'est bon. Vous risquez plus souvent qu'autrement de vous mettre en évidence plutôt que vous cacher. Puis s'il n'y a pas d'arbre qui te permet d'aller à cette hauteur-là, ou si tu es un peu nerveux en hauteur, ben ça se tire très bien des chevreuils à terre. Là. En arrière d'un petit tal de Saint-Michel, assis sur une souche ou sur un sillot de Saint-Galon viré à l'envers, puis numéro 1, là, du conifère en avant de toi un peu, là, 2, 3, ça se planifie 3 semaines, 1 mois d'avance, puis tu n'auras pas de misère à tirer ton arc en arrière de ça, tu gèleras pas, tu feras pas beaucoup de bruit, tu n'es pas exposé plus au vent en haut qu'en bas. C'est sûr que ça fait très, très bien la job. Rattling, champ nourricier, OK. Christian dit, champ nourricier en forêt plutôt qu'en périphérie, plus efficace. Les champs nourriciers, là, peut-être c'est moi qui rendu après 33 ans de métier, qui commence à délusionner sur beaucoup de choses. C'est sûr que quand on a quelque chose à vendre, on met le paquet. On se lâche lousse, puis on veut gagner notre vie, on y croit, tout ça. L'histoire des champs nourriciers, là, il faut comprendre que le marché, c'est ceux qui ont des terres principalement. Donc, c'est un marché de gens plus confortables, qui ont de l'argent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gars qui sont pas confortables, puis qui ont des champs nourriciers, puis qui ont des terres. Bon, mais la moyenne, c'est ça. Ceci étant dit, la graine pour le champ nourricier, c'est ce qui coûte pas cher. Le reste, ça coûte cher. Je le mentionne parce que ça fait partie de est-ce que j'embarque là-dedans ou pas. Parce que si moi, c'est pour juste prélever un boc par année, peu importe, mettons, en haut de Spike en montant, le champ nourricier, c'est vers la dernière place que je vais aller. Parce que ça coûte trop cher. Puis ça demande trop d'énergie pour entretenir. Pour moi. Et pour ce que moi, je veux faire avec le chevreuil, puis tout ça. Je vais aimer mieux investir dans des coupes forestières, par exemple, parce que ça a d'autres qualités que le champ nourricier n'a pas. Et une des qualités, c'est, tu viens de me le dire, toi, en périphérie ou en forêt. Un champ en périphérie, ça veut dire un champ, mettons, nourricier en bordure d'une forêt. Ça va avoir autant d'effets que le champ à l'intérieur, mais pas dans le champ. Dans le sens que si toi, tu veux t'asseoir sur le bord du champ, puis le champ est en périphérie, tu vas trouver la soirée longue souvent, puis
ça va être difficile, là, parce que c'est comme très suicidaire. C'est de la bouffe que tu es en train de mettre dans le très ouvert. C'est comme si tu ferais un appât dans le bord du champ. C'est bien moins bon qu'un appât dans le bois parce que c'est trop clair. Fait que c'est ça l'histoire du champ nourricier. Maintenant, si tu pousses le champ, s'il est en périphérie, il n'y a rien qui t'empêche d'aller couper à passe bien plus haut, ou si tu penses qu'ils sont de jour camouflés puis qu'ils vont descendre. C'est à ça que ça sert le champ nourricier principalement. Maintenant, s'il est en forêt, c'est un plus, c'est clair. Mais normalement, au Québec, malheureusement, il y a des champs où il y a de la belle terre, puis où il n'y a pas de belle terre, il y a de la forêt. Puis c'est pas mal ça aussi en Ontario. C'est de plus en plus dur de trouver des forêts qui ont du bon sol en dessous, ils ont été virés en champ. Ça fait que quand tu arrives dans des places où il n'y a pas de bon sol en dessous, il y a bien de la roche, c'est sableux, c'est pas très organique, puis pas très riche en termes de qualité de sol. Ça coûte un beurré là, faire le champ à chaque année, là, en fertilisant, en Roundup pour te contrôler à mauvaise herbe. Et c'est pour ça que moi je dis rendu là, fais donc des belles petites coupes forestières, puis à la place, aux 4-5 ans, tu repasses la débauche dans ta coupe. Ça, c'est bien plus payant qu'un champ nourricier dans le bois. Parce que après un an et demi, ta coupe, ils ont ça à hauteur d'ici, puis c'est bon du printemps jusqu'à la fin de l'automne. Fait qu'ils sont confortables de jour et ils font des erreurs là-dedans. Tandis que les champs nourriciers, ils en font pas trop d'erreurs. Fait que, mais ça, c'est sûr, c'est un plus, le champ nourricier, là. Un beau champ nourricier, là, de un autre, là, ça produit à peu près 3 tonnes de bouffe à l'autre, là. Mais une forêt, une érablière mature, là, où ils font du sirop, là, ça fait à peu près 200 livres de bonne bouffe à chevreuil par année. 3 tonnes, c'est 6000 livres. Fait que faites le ratio, là, c'est sûr que le champ nourricier, ça a sa place, là. OK. Qu'est-ce que tu recommandes sur les fêtes? Excusez, Yannick. OK. Est-ce que tu installes ta tente longtemps d'avance pour que le chevreuil s'y habitue ou est-ce que ça n'a aucune incidence et que tu l'installes la veille de ta chasse? La veille de ma chasse, c'est sûr que c'est non. Parce que la raison, c'est chaque fois que vous allez sur le terrain pour rien, vous êtes en train de déranger. Tu sais, on parle des gars ici, 80-90%. 85-90% du monde chasse à la peau. Je dirais que probablement 80%, ça veut dire, ou 85% du monde qui chasse à la peau apporte longtemps d'avance. Il commence avec une saline au printemps. Il y a une trail de bicycle pour se rendre jusque-là. Puis normalement, si t'es planté sur la peau puis tu fais un 360, là, tu vas voir la cache à quelque part en haut là, ou le tree stand, ou tu vois des choses. Puis après, les gens se demandent comment ça se fait que tu utilises des spikes. Et moi, là-dessus, c'est pour ça que quand l'an passé, le groupe de l'UPF a parti le mouvement, moi, c'est un super mouvement dans beaucoup de sens. Je le dis souvent, je l'ai signé, je suis en arrière d'eux autres, je suis non-name anonyme derrière, je m'implique pas, et c'est un choix. Parce que moi, je veux plus me chicaner avec personne, puis je trouve que l'enlignement qu'ils ont pris, c'est très chicanier. Et moi, je suis pas à l'aise dans ça. Bon, ceci étant dit, puis il y a d'autres choses. Il y a des places que RTLB, c'est pas prêt, parce qu'il n'y a pas assez de chevreuil. Vous allez me dire, ça peut pas faire de mal. Puis là, je m'écarte, là. C'est vrai que ça me fera pas de mal. C'est vrai que ça va faire vieillir du chevreuil. Mais ça fera pas monter la population de chevreuil. La seule manière d'augmenter la population de chevreuil dans les zones nordiques, comme le Canada, c'est des hivers successifs avec beaucoup de femelles sur le terrain. Ça fait que quand on est rendu dans des baisseurs, comme on a eu l'année, v'là 2 ans, le meilleur geste qu'on peut faire pour aider les zones faibles, c'est de sauver les femelles, parce que de toute manière, ils vont être accouplés. Puis là, vous allez me dire, non, ils nous ont dit qu'il y a le deuxième, il y a plus assez de bas qui sont pas accouplés. Écoutez, là, ça, c'est un peu un scoop qu'on dit. C'est sûr que moi, puis là, je m'écarte, je vais revenir. Là. Il y a pas tant de questions que ça, puis on a le temps. C'est sûr que moi, là, j'ai des chums dans toutes sortes de strates. Mais, comme je suis un biologiste, vous ne trouvez pas que c'est normal que j'aie des chums biologistes? Puis, vous ne trouvez pas que c'est normal que j'aie, de temps en temps, dans ces gars-là, une discussion de chevreuil, puis on discute, puis on échange des données, puis tout ça, c'est une passion commune. Fait que, oui, j'ai accès des fois à des choses que vous devriez pouvoir avoir accès,
mais que c'est pas les biologistes qui veulent pas vous donner cet accès à ça, c'est la communication dans les gouvernements qui veut pas. Ça, puis on fait pas cette différence-là tant qu'on y a pas touché. N'importe quel ministère, provincial ou fédéral, et quand je dis ministère, du transport, de la santé, MLC, MFFP, forêt, fonds de parc, peu importe le ministère, là, personne ne peut se faire aller à la gueule comme il veut, là. Il y a une équipe de communication en haut qui contrôle à peu près tout. Et c'est malheureux. Et c'est malheureux parce que c'est ça le bas qui blesse principalement. C'est que il y a la belle discussion que les biologistes pourraient avoir avec nous autres est pas possible parce qu'ils sont retenus. Et eux, ben, ils sont comme vous autres, là. Ils ont des mortgages à payer, puis ils ont des enfants qui vont à l'école, puis ils aiment le job, malgré tout, que des fois, c'est dur. Ils se font rentrer dedans, et tout ça. Fait que, ils suivent le boss, puis tout le monde a un boss à quelque part, là. Fait que, à partir de là, par contre, ils font des choses que pas tout le monde sait, ou il y en a qui le savent parce qu'il n'y a pas uniquement qu'il y a des contacts. Moi, je peux vous dire que ça fait plusieurs années dans certaines zones, dans la 10, c'est le cas, plusieurs années que les roadkill, que les chevreuils en hiver tués par les accidents, c'est les femelles, sont autopsiées. Il y a une anesthésie, il y a une autopsie qui est faite, excusez, et on regarde si elle était fécondée, on regarde si c'est un rut tard, pas tard, parce qu'il y a des chartes, il y a des règles. C'est pas l'UPF, c'est pas la Fédération des chasseurs et des pêcheurs du Québec qui a inventé ça, là. C'est là depuis 20 ans, 30 ans, là. C'est connu à grandeur de l'Amérique du Nord. Puis nos biologistes ont accès à ça et ils le font, là. Je sais que dans la 10, c'est fait depuis 7, 8 ans au moins, là, par le même gars tout le temps. Puis, vous avez tombé en bas de votre chaise, là. Là, c'est fait à grandeur du Québec, là. Puis, dernièrement, j'osais avec eux autres, là. C'est 95% des femelles ont des fœtus. Fait que l'histoire que c'est plein de femelles qui courent puis qu'ils sont pas été fécondées, là, c'est biologiquement, c'est pas ça, là. Puis c'est pas ça que les résultats donnent. Quand tu vois pas de feu à l'automne, là, c'est pas qu'ils ont été fécondés ou pas fécondés. C'est que l'hiver a été dur, puis quand ils arrivent au printemps, ça s'appelle des morts néonatales après qu'ils ont accouché ou avant, ils accouchent prématurément parce qu'ils sont à bout de souffle puis ils vont mourir. Plutôt que mourir, ben, ils accouchent. Ou encore, ils accouchent. Il y a 2 veaux, mais il y en a juste un qui survit. Puis l'autre, pense à fort, il fait 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, où il est frappé, ou encore c'est coyote. Mais pour qu'il y ait beaucoup de fans à l'automne, il faut que les fans arrivent fort. Et il faut qu'il y en ait beaucoup pour en réchapper une gang. Parce que au Québec, en Ontario, en Saskatchewan, en Alberta, nommez la place au Canada où il y a des bons hivers, ils arrivent presque tous aux mêmes données. Rendu en décembre, c'est 40 à 50% des fans qui sont nés au printemps sont déjà partis, sont déjà morts. Morts des coyotes, morts des renards, morts d'un rapace, frappés sur le bord du chemin parce qu'ils connaissent pas encore ces coins chars, passés dans la faucheuse de votre cultivateur. Nommez-les, là. 50% des mauvaises années, 40-45%, c'est la norme. Ça fait que tout ça fait qu'à quelque part, là, je suis obligé de dire qu'au Québec, c'est pas facile, puis c'est pas facile à nulle part ailleurs au Canada. Puis je veux pas m'éterniser sur ça parce que Luc, tantôt, à 8 heures, il parle de gestion, il va vous en parler. Je sais pas quel bord qu'il prend, mais je sais qu'il connaît son stuff, puis je veux pas les nuire non plus. Ils peuvent faire le devoir aux autres aussi, puis chercher les infos, puis il y en a de l'info. Mais à quelque part, moi je dis tout le temps, la communication, c'est majeur, et c'est ce qui manque le plus. Fait que là, je sais pas pourquoi je me suis évaporé par là, parce que là, lui, il disait, OK, ma tante. Le problème, c'est que il n'y a pas beaucoup de chevreuils, et quand vous embarquez dans des systèmes de dérangement, et moi, là, si je veux pas déranger, là, je veux chasser le plus efficacement possible, mon scouting, il va être fait l'été, début d'automne. Après, c'est fini, parce que c'est la même terre, c'est chez nous, je la connais. Mais combien dans vous autres, il y en a qui chassent dans la même terre année après année? Vous les connaissez, vos terres, là. Fait que si l'habitat n'a pas changé à nulle part tout le tour, là, c'est pareil de A jusqu'à Z, là. Ben, quelque part, pourquoi il a besoin de scouter? Vous connaissez vos passes. Vous avez décidé de faire un apport à la même place l'année passée, puis elle a été payante parce que vous ne chassez pas dessus ou elle est bien positionnée versus les bêtes, les ci, les ça. Répétez, puis laissez tout ça tranquille. Puis quand vous sortez, c'est pour chasser. Parce que vos terres sont pas très grandes,
puis d'une année à l'autre, il n'y a pas de changement, donc tu devrais connaître la ronde des cartes depuis longtemps. Sinon, si tu y vas avec une petite tente, ben moi je dis, là, si tu es capable, là, tu sais ce que tu vas mettre, là, le matin que tu rentres à la chasse, là, schlick, schlack, schluck, ta main là, tu rentres dedans, puis bingo, tu t'installes dedans. Puis là, après, tu décideras si tu la laisses là. Moi, je la laisserai là, mais je l'installerai le matin même. C'est chez nous. C'est pas long monter, ça, les gars, là. 1 minute, 2 minutes. T'es pas obligé même de l'attacher avec les poteaux, les cordes, là. Une fois que t'es dedans, elle partira pas au vent. Puis quand tu sortiras à la fin de la journée ou sur l'heure du midi, ben là, prends 5 minutes pour finaliser la job. Comme ça, t'es sûr que t'auras pas de mauvaise surprise qu'elle est partie au vent 3 jours avant que t'arrives, ou encore qu'elle a été volée, peut-être, parce qu'on sait ce qui arrive des fois dans le bois, ou encore que y a des chevreuils qui l'ont découvert, ils ont passé en arrière et ils s'ajustent, parce que ça peut arriver aussi. Là. Parce que moi, ce que je vous ai pas dit, une place entre autres où on chassait en Saskatchewan, que je vous ai dit, ça a changé à ronde des cartes, la manière qu'on était installé, il n'y avait pas de chevreuil qui pouvait passer en arrière de cette cache-là pour la détecter ou la sentir, ou qu'est-ce qui se passe. OK. Une gratte. Une gratte, ça doit vouloir dire un gratté. Comment peut-on créer un dortoir pour un chevreuil? Fred, Adam, Yvon. OK. Ben, ça, les gars de l'UPF n'ont parlé pas mal. Luc Brodeur a abordé ça souvent. Fait que puis il n'y a pas mille et une manières, là. Les gars, ils ont raison. De la demi-coupe qu'on appelle, là, de la coupe en charnière. Pour ça, c'est très efficace. Bon. Moi, je l'ai jamais promotionné beaucoup parce que je suis un peu trop granola pour la moyenne des eaux. Puis j'ai de la misère à concevoir de sacrifier 1 arc ou 2 à faire de la demi-coupe dans des espèces de bois dur. Parce qu'il faut comprendre que c'est pas toutes les espèces d'arbres qui vont continuer à vivre si tu fais de la demi-coupe. C'est souvent la famille des érables, entre autres. Les chênes, ça continue un peu aussi. Fait que ça, c'est du bois futur, c'est de l'érablière. Puis là, tu as sacrifié un beau moton. Mais ça fait la job très bien. Puis tu dois calculer à peu près 3-4 ans là, pour voir la lumière au bout du tunnel. Bon, ça pourrait être une plantation de pin rouge ou de pin gris que tu vas pas élaguer, mais que après 4-5 ans, là, quand ils vont être rendus à peu près à 8, 10 pieds, 7 pieds, 5 pieds, là, tu rentres là-dedans, puis tous ceux qui sont faibles, là, tu sais, qui ont mal pogné, sont rabougris un peu, là, ou tout, mettons, je reviens. Je vais te donner un exemple concret. Vous faites une coupe forestière sur votre terre, ou une terre vous avez louée, vous avez l'accès, vous dites, on va faire un arbre de bois de poire, 210 pieds par 210 pieds. Choisissez un arbre qui va être votre tree stand pour beaucoup d'années, ou votre ladder stand va être accroché après pour beaucoup d'années, en banlieue ou en bordure de la coupe, et que vous êtes capable de rentrer à bon vent. Et posez-vous la question, là. Quand les chevreuils vont venir dans ce bûcher-là, là, ils vont venir de où? Parce que si vous ne savez pas d'où ils viennent, comment pouvez-vous savoir que vous êtes à bon vent? Fait que là, c'est une question qui est importante. Parce qu'avant que votre bûcher devienne une zone de dortoir, il va se passer quand même 4, 5, 6 ans. Fait qu'au début, tu vas le chasser en zone de nourriture, puis tranquillement, pas vite, il va se transférer nourriture, dortoir, puis là, dortoir avec moins de nourriture, mais encore un peu pour garder le chevreuil le jour qui mange un peu. Fait que tu as choisi ton arbre, tu fais ta job, les forestiers passent, ils plantent où tu plantes, ça va se mettre à pousser, puis au bout de, si, mettons, c'est du pain rouge dans le centre, que beaucoup, dans l'Outaouais, là, c'est souvent ça, malheureusement, là, par les sociétés sylvicoles, mais, ou du pain blanc, mais là, tu peux pas mettre ça dans le clair, parce que là, je m'évapore, là, mais là, il y a du charançon, puis tu vas perdre la valeur forestière de ta plantation, mais on va y aller avec du pain rouge. Ben lui, il va pousser, puis il va élargir dans la base, puis il va former la lumière tranquillement pas vite. Normalement, la prescription, après 2 ou 3 ans, il envoie les forestiers pour nettoyer le tour de tes pins pour une fois. Des fois, il l'envoie 2 fois, mais là, les budgets, c'est plus comme une fois. Bon. Fait que là, ça prend de la place, puis tranquillement pas vite, ça s'épaissit, tu vois plus là-dedans. Mais si tu te promènes là-dedans, il y en a plein qui sont morts un peu partout, ou il y en a différentes hauteurs. Fait que toi, le but d'une zone de couchage, c'est faut qu'il y ait de la nourriture aussi. Faut pas juste qu'il y ait du couchage, là, parce que c'est des ruminants, il faut qu'ils se relèvent, qu'ils mangent un peu pour nourrir les flores bactériennes. Fait qu'à quelque part, c'est rare qu'un chevreuil est plus longtemps que 2 heures assis couché à la même place. Il se relève, il mange un peu. Fait que si, dans la plantation, il n'y a plus rien à manger, ça sera pas un bon dortoir. Ils vont être obligés de sortir de là, s'exposer. Ils vont pas l'aimer autant, donc ils vont moins l'habiter, si on peut dire. Donc, toi, là, après 5-6 ans, tu rentres dans le dortoir,
Et là, tu fais le ménage. Tu commences à enlever des pins pour créer de nouveau de la lumière, pour qu'il y ait de nouveau une sous-étage qui pousse en érable rouge, en érable à sucre, en herbacée, tout ça, pour qu'il y ait à peu près 70% de couvert, 30% d'ouverture, où il y a toujours de la bouffe dedans. Tu vas me dire, oui, mais si j'élague ma plantation, non, ça ne fera pas. Parce que élaguer ta plantation, tu vas rester touche le soleil en haut. Fait que là, c'est l'inverse. Là, tu recules encore plus. Donc, c'est deux manières, c'est la plantation nettoyée un peu plus tard ou encore des demi-coupes qui fait bien. OK, ils vont. Une gratte peut nous donner la direction que le chevreuil... Une gratte, ça veut-tu dire un grattage ou un frottage? En regardant les feuilles, oui, OK. Faut-il en tenir compte ou lorsqu'on fait des faux grattés? Honnêtement, non. Dans le sens que, d'abord, là, le faux gratté, là, je veux pas trop embarquer là-dedans parce que le mardi, avec le face-à-face avec Charles Doris, on va en parler beaucoup. Puis je veux pas vendre mon punch avec Charles, là. Fait, il punchera différemment, là. Je suis sûr, là. Je dis ça de même, mais Charles, il se présente. On va dire un langage de hockey, il vient pas juste se présenter, là, il vient performer aussi. Là. Fait que, puis moi aussi d'ailleurs, là, on va amener le meilleur de nos connaissances dans cette soirée-là. Fait que moi, je peux vous dire que des caméras sur du grattage, là, les 5 dernières années, j'avais au bon mot entre 30 et 40 grattages qui avaient des caméras à l'année dessus, là, dans 6 terres différentes. Fait que ma donnée a changé un peu là-dessus. Mais disons que pour ta question, là, un grattage, est-ce que moi, je dois en tenir compte de où ça rentre, ça sort pour faire mon faux grattage? Non. Fais le faux grattage à côté du grattage. Puis, ce qu'il faut que tu tiennes compte, c'est que si tu penses que ça arrive de par là, puis qu'il n'y a jamais un vent intéressant face à ta cachette qui est là, tu peux pas chasser ça. Mais pour le reste, là, fais ton faux grattage. Tu n'es même pas obligé de le faire en dessous du même arbre. Tu peux faire un arbre à côté s'il y a des branches qui pendent. OK. Marc-André, tu as toujours un raisonnement logique et en cibole Louis, merci de tes conseils. Ah, bon, merci beaucoup. Ouais, faut bien avoir au moins une qualité, la logique, ça en était une, moi. J'ai un deuxième spot depuis l'an dernier. Il y a beaucoup de feuilles et d'épines que je ne trouve pas les trails, mais je vois quelques bocs de nuit sur les photos, mais jamais de jour. Je ne sais pas où me placer. Rien vu la saison dernière. Comment trouver des bonnes trails? Ben écoute, je vais pas tes données toutes, là, je suis pas là, mais moi j'écoute ta question, puis je dis il n'y a rien à faire sur cette terre-là. Dans le sens que c'est pas à cause des feuilles puis des épines tu vas pas être trail, c'est parce qu'il y a probablement pas beaucoup de chevreuils qui passent. Ça veut dire oui, mais en photographie de nuit. Oui, t'es en photographie de nuit, mais ils passent là de nuit parce que c'était peurant passer de jour. Ça fait que pour eux autres, il y a des places qui passent de jour, mais probablement pas là, sur tous les bocs, parce que c'est trop clair, probablement. La première raison. La deuxième, ben, s'il n'y a pas de la nourriture d'intérêt directement sur ta terre, là, ben, ils font juste passer. Mais comme c'est clair, ben, ils vont aller passer ailleurs, ou encore, quand ils passent là de nuit, pour aller manger par là, ben, de jour, ils vont juste pas manger par là. Ils vont manger ailleurs où ils peuvent passer sans se faire bombarder. Fait que toi, de toute évidence, je pense que c'est très clair, là, où ce que tu es en train de regarder. Puis le mouvement est faible et de nuit. Fait que je sais pas si tu payes pour cette terre-là, mais si c'est ta terre, ça prend de l'aménagement, ça prend de la coupe, ça prend de brossage, de la perturbation forestière. Si c'est une terre que tu loues, ben je regarderais pour d'autres choses. Si c'est un cadeau, dans le sens que c'est des chums ou la parenté, ben là, il faudrait que tu fasses un travail avec ma forêt ouverte, voir qu'est-ce qui se passe alentour, puis pourquoi de nuit ils passent de là à là, qu'est-ce qu'ils vont faire, puis tu essaies de créer un peu de couvert. Là. Denis, est-ce que le faux grattage est le meilleur moyen pour attirer les rats? Là? Nous sommes inondés de stratégies par des produits commerciaux. Ah, je veux pas vous décourager, gars. Je voulais pas trop parler de grattage, je l'ai dit, mais je réponds aux questions. Là, 22 ans,
les premières caméras de surveillance sont apparues. Avant ça, ce qu'on connaissait du grattage, presque 100% venait des enclos. Tu lisais Journal of Wildlife Management, Journal of Ecology, toutes les revues scientifiques qu'on avait accès, que les scientifiques écrivaient sur les grattages, les frottages, pas les gars comme moi là, qui écrivent des magazines de chasse. Là. Non, non, des gars qui ont des maîtrises, des doctorats, là, plus qu'un juste un bac. Là. On lisait des articles de comportement sur des grattages qui venaient des enclos. Parce qu'ils étaient capables de les observer, beaucoup, ils étaient pas peureux. Les caméras n'existaient pas. D'un coup, ils ont commencé à faire des trappes photographiques qu'ils ont appelées. Puis là, après, ça a été les caméras que les plus vieux comme moi ont connu les premières avec des films. Puis là, après, ça s'est modifié, modernisé. Et là, on est dans le vidéo. Puis là, écoute, là, c'est quasiment du 4K, là. Bon. Ceci étant dit, la première affaire qu'on s'est aperçu, une fois qu'on a eu les Kodak, là, puis qu'on a mis ça dans le bois, là. Comme moi, je me rappelle comme si c'était hier, là. J'étais en Alberta, là, c'était ma deuxième saison de guidage. Le boss avait acheté 5 Trail Cam, que ça s'appelait. C'était, en tout cas, c'était une grosse boîte d'affaires, puis il m'en avait donné 2, passé 2 pour la saison. Bon. Première année en Alberta, c'était en 99. Deuxième année, 2000. C'est en 2000 que j'ai eu accès aux premières Kodak, 22 ans passés. J'ai pogné des grattages qui avaient 10, 11, 12 bocs différents. Pas bocs. En Alberta, des places qui n'avaient pas de monde dans le bois, là. Talk, là. C'était fou, là. J'avais rien que 2 Kodak. Pas de monde. J'étais tout seul dans le bois, dans ce coin-là. Quand je dis tout seul, là, vraiment, là, il n'y avait pas grand monde, là. Un bicycle de temps en temps qui passait, là. 80% des photos étaient nuit. Là, j'ai dit, ça n'a pas de sens. C'est loup, c'est ci, c'est ça. Tu sais, on se pose des questions. Mais là, les Kodak ont fait que les biologistes, en maîtrise au doctorat, les chercheurs, ont aussi eu accès à ça. Puis là, ils ont commencé, eux autres aussi, à étendre le stock. Puis les gars, avec un peu plus comme moi, là, que mon budget pour travailler est sûr qu'il est meilleur qu'un chasseur normal. Je gagne ma vie avec ça. On a monté le nombre d'unités de caméras. Là, les résultats se sont mis à sortir. Et aujourd'hui, il y a 15, 20 ans, 75% de l'activité sur des grattages par des bocs de 2 ans et demi en montant, c'est nuit. T'as beau mettre n'importe quoi dedans, ça restera toujours de nuit. Fait que moi, le matin, avant de partir chasser, et c'est là-dessus que je vais répondre celle-là à Denis, si je t'annonce, Denis, un matin, on va aller chasser tel grattage. Mais stresse-toi pas avec ça, là. Sois pas trop sénère. On a 3 chances sur 4 que tu verras pas grand-chose parce que 75% de l'action est nuit. Ça te démotive son homme quand même, là. Puis là, toi, tu as photographié 3 bocs. Puis ton plus gros qui vient, un beau 3,5, il est venu 2 fois dans les 10 derniers jours. Fait que quand tu commences à additionner 2 fois en 10 jours, les 2 fois de nuit, celui-là, puis 7,5 visites sur le grattage sont de nuit, ça te donne-tu une idée comment est-ce que ta chance est mince là-dessus? Pourquoi ça appartient en peur, puis que là, tout le monde parle faux grattage, puis tout ce que tu voudras? Les gars, ça fait combien de fois je le dis, puis je le redis, puis je le redis, il faut à quelque part que la business roule, puis qu'elle vire, puis qu'on vende quelque chose. C'est sûr que le gars qui fait du stuff préorbital, de glandes tarsiennes, les urines, les ci, les ça, il va pas te dire ça, là, lui, là. Il y a un petit texte long de même à mettre sur sa bouteille pour te le vendre quand tu vas être au magasin, puis elle est rentrée dans un plastique avec un autre petit texte long de même. Ben, lui, il te met une photo d'un gros boc, puis un chasseur qui a un certain renommée, puis il te dit augmentez vos chances de chasse, il te dira pas le pourcentage. Ben, c'est ça la réponse. À cette heure, ça veut-tu dire de plus chasser ses grattages? Ben, pas ça que j'ai dit. La suite, mardi soir, à mon face-à-face. Non, mais ce que ça veut dire, c'est que c'est quand même les grattages la meilleure place sur votre terrain pour savoir qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Pas toutes les bocs vont dessus, mais quand tu as un grattage chez vous, ça prend une caméra dessus parce que au moins tu vas savoir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui vient sur le terrain. Après ça, tu t'ajusteras, tu décideras est-ce que moi, je chasse sur le grattage ou je chasse ailleurs. Ça ressemble à ça, Steve. Bon, deuxième pote, grattage. Comment retrouver bedding? J'ai fait une question de bedding tantôt.
Je la saute, j'en reviendrai peut-être. Marc-André, je vais répondre vite fait. Comment bien retrouver les beddings? Si tu soupçonnes que tu as un terrain qui pourrait être un bedding area, c'est sale, c'est dense, mais quand tu te promènes là-dedans, il y a aussi du feuillu, des graminées à terre, il y a de la bouffe à travers la densité. Tu es pas mal sûr que c'est ça. Puis que ça a 3-4 acres. Ben, mettons que, j'aurais pu prendre une feuille, là, puis vous le dessiner, mais mettons que ça, c'est le bedding, là, en périphérie tout le tour, là. Ben, là, tu pourrais mettre des Kodak, mais pas des Kodak qui visent dedans. Des Kodak qui sont ces transitions, on va dire, tu sais, qui voient loin, là, l'entrée de ça, là. Puis, 2, 3, puis, je le dis souvent, là, mettez vos Kodak de jour seulement quand vous êtes proche d'un bedding, pour avoir qu'est-ce qui rentre puis il sort à lever du jour, à sortir du jour, pour pas, surtout si vous avez des vieux modèles qui sont pas blacklight, mais même les blacklight, là, les chevreuils le voient pareil. Ils sont moins dérangés, mais ils le voient souvent pareil. Quand c'est mis directement sur eux autres, dans le trail qui rentre, ils le voient beaucoup plus. C'est pour ça que je dis, mêlez en perpendiculaire des trails qui rentrent, parce qu'ils rentrent pas nécessairement dans une trail dans le bedding, ils rentrent dans le bedding. Ils rentrent des fois par là, par là, par là. Fait que si tu peux pogner un 50-75 pieds là, de ce que tu penses logique, tu as fait le tour de la table de boissale, puis tu vois des sabots, tu vois des signes, hein, il y a de la mangeure là, les feuilles sont strippées, le vieux grattage de l'année passée, il y a un sabot du printemps dedans, toutes des données qui te disent, ouais, il y a le chevreuil à rentrer là-dedans, tu mets tes Kodak, tu fais le tour, et c'est ça qui va te donner si c'est réellement un bedding, parce que les entrées et les sorties, il va y avoir des heures. Puis si c'est des heures, toujours dans les extrémités crépusculaires, ben c'est parce qu'ils rentrent se cacher ou ils sortent aller manger tard le soir ou ils rentrent se cacher de bonne heure le matin, puis il n'y a pas d'autres données, là. Là, t'as ce qu'il faut, tu dis. L'idée, c'est pas d'aller mettre ça en dedans, les déranger pour confirmer que oui, effectivement, c'est un bedding. Ça, tu pourrais le faire sur la terre du voisin, puis déranger, mais vous ferez ce que vous voudrez sur votre voisin. C'est pas un bon commentaire. Bon. Si on chasse dans un territoire 100% montagne, quel écosystème privilégié? 100% montagne, là, ça veut dire qu'il n'y aura pas beaucoup de monde, en principe. Parce que c'est dur d'accès, il y a moins de trails, les trails sont dans des passes où ce que c'est accessible. Tu sais, c'est vraiment up and down, là. La trail de Bessic, là, elle va être dans la vallée entre deux trails, puis elle va monter, puis elle va arrêter à quelque part. Mais les tops, eux autres mêmes, vont rarement avoir des trails dessus. Ça, c'est la base, là, pas mal. Fait que moi, je me tiendrais pas mal ces tops où il y a de la bouffe. Parce que souvent, ces tops de montagne, la différence avec l'agroforestier en ville, on va dire, c'est que c'est souvent la même place qu'il y a de la nourriture qui peuvent se cacher parce qu'il y a moins de monde, il y a moins de... Et en plus, la prédation par nos prédateurs qu'on connaît, le coyote, loup, tout ça, ben cette prédation-là est beaucoup plus difficile pour ces bébites à quatre pattes-là sur le chevreuil quand il est en haut. Fait que le chevreuil a tendance à monter en haut. Fait que moi, je serais en haut et il faut qu'il y ait de la bouffe. Autrement dit, la sous-étage, 0 à 6 pieds, il faut qu'elle soit présente et d'autres choses que du être. Puis, je privilégierais ça avant tout. T'as vraiment raison, ça, c'est pas une question, mais merci. Non, pas toujours, là. Marc-André, ils disent que plus, il y a beaucoup de Marc-André où Marc-André pose beaucoup de questions. Ils disent plus que c'est dense, des naissances tardives, enfin, ils disent plus que c'est, je sais pas ce que ça veut dire ta question. Alors, réécris-moi là, Marc-André, s'il te plaît. Oui, bonjour. Denis, ton point de vue est super intéressant sur le RTLB. L'angle du biologiste est très pertinente. Ben, en réalité, là, je suis pas confortable dans ça, les gars, dans le sens que, tu sais, moi, Luc Brodeur, là, ça a déjà été un bon chum. Maintenant, aujourd'hui, à cause de la RTLB, puis parce que j'ai pas pris de position, Luc, il m'aime plus. Puis moi, ça me fait de la peine, mais en même temps, je trouve que ce qu'ils font, c'est bon pour le sport, c'est bon pour l'avancement, puis les connaissances, puis tout ça. Puis j'ai le droit, moi, de pas aimer la stratégie, là. J'ai le droit. Mais en même temps, j'ai le droit aussi d'avoir des chums biologistes que je sais qu'ils sont compétents, là. Parce que moi, je sais c'est quoi. Un bac, c'est un détail, là. C'est très sommaire, notre affaire. Mais en même temps, parce que moi, je suis très spécialisé,
j'ai beaucoup plus qu'un bac en chevreuil, là, parce que ça fait 30 ans que je suis dans le bois pour faire ça. Mais je sais que quand nos gestionnaires de chevreuil, c'est des gars qui ont des maîtrises et des doctorats, là. Puis il y en a un qui a même un doctorat dans le chevreuil, dans le Bas-Saint-Laurent. Ça fait que c'est pas des caves, là. Puis je vous le dis, les gars, il y a certains de ces gars-là, là, ils font l'envie des autres provinces. Puis, tu sais, on chiale qu'ils vont scraper à 6. Bon. Pour vous donner un exemple, il y a juste au Canada une place actuellement qui a une zone RTLB, puis c'est au Québec. Ça fait que dire que nos gestionnaires québécois, c'est des caves, puis qui sont arriérés, on pousse trop. Puis de dire que c'est un petit groupe qui a fait rendre le RTLB, c'est aussi un peu poussé, dans le sens que, écoutez, là, moi, mon livre, là, il est quelque part dans le tas de livres en arrière là. C'est l'an 2000. 2000 qui a sorti. Ça fait 22 ans que j'ai un chapitre au complet là-dessus sur QDMA. Fait que l'idée de sauver les Hunbucks, là, c'est pas moi qui l'ai inventé, là. Moi, je l'ai pris aux États-Unis, puis j'ai dit, waouh, c'est beau, ça. Je l'appliquais déjà anti-costi, je guidais, puis j'ai dit, puis là, après, j'ai semé des graines, puis il y a du monde qui a embarqué, puis à un moment donné, c'est QDM aux États-Unis qui m'ont abordé pour me dire, hey, on veut faire quelque chose. Moi, j'ai dit, ben, je fais déjà des affaires, là. J'en parle déjà, moi, mais tout seul, là, oublie ça. Puis là, ils ont monté un plus gros groupe, ils ont cogné aux portes, puis ça a parti. Là, on revient, ça a fait du up and down. Puis écoutez, là, j'ai un DVD, là, faudrait que je le trouve dans ma gang ici aussi, là. C'est la Fédération des chasseurs et des pêcheurs du Québec qui a payé 20 000 piastres qu'ils nous ont donné. C'est moi qui chapeautais le projet et c'était Luc qui était mon adjoint, là, dans ça. Puis c'était pas mon adjoint, il était partenaire. Et on a fait un DVD, 5000 copies, qui sont toutes disparues, mais en reste à peu près 200-300 dans la cave, pas plus, sur le QDMA. C'est la Fédé qui a payé ça en 2009. Ça vous donne une idée et là, on se refait dire qu'on connaît rien, puis on s'est fait planter allègrement, publiquement. Ben, moi, je suis pas capable de m'associer à ça, les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais que c'est bon, je sais qu'il y a de la place, pas partout. Puis je sais quand des biologistes parlent, ils ont raison, là. Le problème au Québec, au Canada au complet, c'est l'hiver. Puis comme vous m'avez tiré un peu vers là, je vais continuer un peu. Si on avait une carte de la Saskatchewan, là, des fois, je vois des gars qui me disent « Hey, les autres provinces, la gestion est écœurante. Le Québec, on est en retard. » Je dis « Hey, les gars, savez-vous de quoi vous parlez au juste, là? » Moi, ça fait 22 ans que je traverse le Canada, pas au complet. J'arrête soit en Alberta ou en Saskatchewan, 2 fois par année le retour et 1 fois dans le mois. Quand j'ai fait mes premiers films en 2005, là, la région de Kenora, Dryden, là, il y avait du chevreuil là, c'était fou. C'était fou. Il y avait autant de chevreuil que la Saskatchewan. On voyait des bocs de nuit, là, gros de même sur le bord du chemin. Là. On pouvait quasiment plus traverser une nuit tellement c'était dangereux de frapper tout le temps. Depuis 2014, là, tu peux faire passer un aveugle dans le chemin, sur la transcanadienne, entre Dryden, Kenora, en 30 jusqu'à Winnipeg, là. Puis s'il voit, ben, pas un aveugle, là, mais tu peux passer ouvert au bout de nuit 120 km/h, puis si tu vois 1 ou 2 chevreuils dans ta nuit, c'est un record. C'est un record. J'ai fait 3 ans de temps sans voir un chevreuil. Gestion n'a pas changé. Ils ont eu des hivers de la mort. Je vais vous donner un autre exemple. Notre pourvoirie, qui est la première strip de terrain après le farmland en Saskatchewan. La manière ça marche en Saskatchewan, il y a une première strip de pourvoyeur, à peu près 40 km de long. Il y a une deuxième strip de 40 km, puis une troisième. Et quand les pourvoiries ont parti, il y a 30 ans passés, 35 ans passés, dans le temps de Jim Shockey. Tout le monde connaît Jim Shockey. Mais moi, il y a 22 ans passés, je travaillais en Alberta comme guide et on voyait les chasses à Jim Shockey au nord. Où il reste une carte de la Saskatchewan, là, il y a le lac Doré, ça s'appelle Doré Lake. C'était une des 2 loges de Jim Shockey, là. Il tuait 170, 160, 150, de temps en temps 140. Ça jouait là-dedans, les gars faisaient des belles chasses. En 2014, Jim Shockey a vendu toutes ses tags alentour de Doré Lake, une bouchée de pain. Il n'y avait plus de chevreuil. 0, plus 1 chevreuil. Sa loge de une couple de millions en valeur, il l'a donné quasiment. Il est en business, il n'y a plus de chevreuil, il s'est calculé, ça va prendre 20 ans, 30 ans, je ne sais plus. Je suis mieux de vendre ça quand ça a une petite valeur. J'ai encore mon autre pourvoirie collée au farmland proche de la nôtre. Je vais travailler là. Aujourd'hui, il n'y a pas plus de chevreuil qu'il n'avait là. Il n'y a plus un pourvoyeur qui vit dans la 3e strip. Dans la 2e strip, en arrière de nous autres, là, il y a plein de pourvoyeurs qui ont fermé les portes. Il n'y a plus assez de chevreuil là non plus. Dans notre strip à nous autres, là,
il y a encore beaucoup de chevreuils, mais c'est plus pareil comme c'était non plus. Et ça, c'est l'hiver qui a fait ça. 2 hivers successifs, 2013-2014, de la mort, et là, le chevreuil peine à remonter, puis peine à remonter, puis peine à remonter. Ça, c'est 2 exemples en dehors du Québec, là. Je pourrais continuer avec l'Alberta, là, puis ça serait la même chose, là, et je trouverais d'autres places parce que j'ai des contacts, puis je connais du monde. Fait que c'est pour ça que je dis, la vérité est quelque part entre les deux. Puis, c'est dole que le gouvernement, avec sa mentalité de communication fermée, ne permette pas à nos professionnels de plus nous expliquer des choses parce que on serait pas rendu là, il y aurait une bien meilleure association entre les chasseurs et nos professionnels qui gèrent la chasse. Ceci étant dit, je continue, il reste encore un peu de temps ou je suis mort. Ils vont me couper, j'imagine. Vous êtes encore là. Je mets mes pommes combien de jours à l'avant? 4 jours à l'avant, pas plus. S'il neige la nuit dans les grattages, souvent les bocs passent le lendemain pour les nettoyer. Disons que tôt en saison, oui, dans la journée ou 2 après. Mais quand tu vas arriver rendu au 5, 6, 7 novembre, il y a plus les vieux bocs retournent quasiment plus ouvrir le grattage. Là, ça devient assez aléatoire. Qu'est-ce que les chevreuils ressentent? Est-ce que les chevreuils ressentent notre taux de nervosité tels les requins et les chiens, entre autres? Alors, est-ce que des vêtements qui contraignent cette intensité seraient bons? Je ne peux pas te répondre avec affirmation, mais je peux dire que tout ce qui est stressé, tous les mammifères qui sont stressés, incluant nous-mêmes, on dégage une hormone qui est la cortisol. Et la cortisol, c'est quelque chose que les mammifères qui ont un bon nez repèrent rapidement et en tirent avantage. Soit ils sauvent ou soit ils attaquent. Fait que j'aurais tendance à dire que ça devrait être repéré peut-être de plus loin parce que tout ce qui est hormone est léger. Sylvain, mais comment expliquer pour 2 permis? Ils sont aussi bons, j'aimerais beaucoup que les pros nous l'expliquent. Ben, Sylvain, je vais te l'expliquer, moi. Tu vas aller sur le site de la Fédération des chasseurs et des pêcheurs du Québec. Ils ont mis là, il y a 2 semaines, la présentation que des biologistes ont faite avec les statistiques plus avancées. Chaque zone a le nombre de bocs qui a été tué comme deuxième boc, là. Fait que dans la 6 Nord, 6 Sud, où il y a eu beaucoup de chiolage, de mémoire, là, je pense que c'est 40 bocs par année à peu près, là. L'année passée, puis cette année. Entre 35 et 45 à peu près. Vous allez me dire, ah oui, mais là, il enregistre virtuellement, et les gars comptent des menteries, c'est ci, c'est ça. Ben là, les gars, vous êtes en train de dire que les chasseurs, on est tous des crises de beigne, puis on est des menteurs, puis des tricheurs. C'est ça que vous me dites, là. Parce que vous vous fiez pas à un enregistrement virtuel. Mais je vais vous dire une affaire. La moitié du Canada n'enregistre même pas son gibier, là. La moitié des provinces au Canada, il n'y a même pas d'enregistrement. Puis l'autre moitié, on était les derniers qui n'étaient pas virtuels encore. Donc, c'est nous autres, les Québécois, les cabochons. Mais c'est pas un biologiste d'abord, c'est les chasseurs, les cabochons. Puis moi, je crois pas que tous les chasseurs sont cabochons. C'est pas vrai, ça. C'est toujours la même gang. Ceci étant dit, si on part de 40 chevreuils dans 6, total, je pense que c'est 40, là, ou 60. Je l'ai calculé la semaine passée pour le fun, là. Savez-vous que dans 6, là, si j'élimine les villages, les villes, les champs, là, là, il n'y a pas de chevreuil, mais c'est vraiment dans le bois, il y a à peu près 6000 km² de bons habitats à chevreuil. Écoutez, je l'ai calculé, là. Le deuxième boc, là, ça équivaut à un boc aux 6500 acres. Tu comprends tout ça, Sylvain? Un boc aux 6500 acres. C'est ça que ça représente dans la 6 l'année passée, le deuxième boc. Je l'ai calculé dans l'Outaouais, la 10 Ouest et S ensemble, c'est un boc par 13 000 acres de terrain disponible, le deuxième boc. Pensez-vous sérieusement qu'un boc par 13 000 acres ou un boc par 6 000 acres, ça change, c'est traitable statistiquement et que ça change quelque chose? Impossible. Moi, je l'ai rentré dans des formules statistiques, là, des modèles mathématiques qu'on apprend à l'université, là, et ça donne rien, là. Ça rentre même pas dans les modèles tellement que c'est mineur, là. OK. On t'entend pas assez souvent, Louis. Ben non, c'est parce que j'ai plus de voix. Je savais bien de me rattraper. Un très bon DVD, QDM Canada est mort. Oui, malheureusement, c'est triste. Merci, Louis, c'est super. OK, point de vue, pas plus tard. Ça, c'est pas une question. Merci beaucoup. Partage.
Bon, avant qu'il ne te coupe la ligne, ouais. Merci de votre intégrité et sincérité, super informatif. Ça me fait plaisir, les gars. Je le sais qu'il y a beaucoup de monde qui trouve que je mets de la merde souvent, puis il y en a d'autres que j'ai une petite tête enflée, puis il y en a d'autres que je me prends pour un autre, puis ci, puis ça. Mais croyez-moi, là, ça fait 32 ans que je fais de l'éducation, puis loin de... Si c'est ça que je dégage, je suis déçu, parce que c'est pas ça que je veux dégager. Moi, je veux dire la vérité tout le temps. C'est tout ce que je veux dire. Puis quand les gens prennent la peine de me poser des bonnes questions, sans me juger, je prends le temps de bien répondre et il n'y a pas de conne, il n'y a pas de questions connes. Mais quand c'est des questions où on me tend un piège, où on essaye de me discréditer ou quoi que ce soit, c'est sûr que je suis comme n'importe qui, j'aime pas ça, puis je suis capable de me défendre. Fait que, mais en gros, je trouve, en gros, là, puis on va clore là-dessus, parce que c'est sûr qu'ils vont me couper là, prochainement, là, mais le plus gros problème au Québec, c'est pas l'hiver, les gars. C'est la pression de chasse qui est trop élevée et c'est notre efficacité qui est trop forte. Écoutez, là, il y a 5 semaines quasiment de chasse au chevreuil au Québec, là. Il n'y a pas un gars passionné qui n'a pas une arbalète, un arc, une poudre, un 12, puis une carabine, là. À un moment donné, ça commence à faire des heures de chasse, là. Prends toutes ces heures de chasse-là, puis mets-les dans l'orignal, là, avec toutes ces petites affaires-là, puis tantôt, là, on va vivre la même... Bon, on vivra pas la même chose, parce que l'orignal, la différence, c'est qu'il est étendu tellement loin profondément où il n'y a pas d'accès, il y en aura toujours. Mais nous autres, le gros de notre chevreuil, il est dans le cœur entre Montréal, Drummondville, Sherbrooke, et on est pilés un sur l'autre là-dessus, là. Puis ces pauvres gars de la 6, là, Luc puis toute sa gang, puis nous autres qui poussent un peu en arrière pour les aider, même, c'est pas pour rien qu'ils crient pour RTLB sur plus de zones, parce que tout seul dans le trou, il y a eu une immigration de chasseurs importante dans les 3 dernières années qui se sont cherchés des places dans cette zone-là pour chasser, là, parce qu'ils savaient que ça s'améliorerait. Mais là, à un moment donné, t'as beau t'améliorer, on les tue à 2,5 au lieu de les tuer à 1,5, là. Fait que t'arrives à 3,5, 4,5, il n'y en a pas plus, là. Parce que, au lieu de mourir à 1,5, ils sont morts à 2,5 parce que la pression est trop haute. Fait que c'est ça le problème majeur. Puis c'est pour ça que les gars de la 6 crient tant. Parce que personne n'avait prévu ça, là. Il aurait fallu que les gars, ils ferment le gueule puis ils parlent pas un mot de l'amélioration. Mais là, on est des chasseurs, on est passionnés, on veut montrer nos affaires, puis on veut expliquer, puis c'est la passion, là. Fait que, et c'est pour ça que moi, je dis, RTLB, moi, je suis prêt dans la 4, une partie de la 4 toujours, la 5, ou une bonne grande partie de la 5, une bonne partie de la 8, la 7 Sud, bingo. Mais là, je vais vous donner la dernière donnée. Quand ça va être RTNB sur une plus grande grandeur, on va perdre beaucoup de chasseurs parce que ça, c'est des données connues à grandeur de l'Amérique du Nord. Plus tu mets de règles et plus tu deviens contraignant, plus tu perds de chasseurs. Bon, là, il y en a qui vont dire, on veut en perdre, on en a trop. Et moi, j'ai longtemps pensé comme ça. C'est vrai jusqu'à un certain point. Puis quand ça va être bon, ils vont venir. Mais c'est parce que quand ça va être bon, ils ne viendront pas. Parce que dans le petit... la présentation PDF de la FEDE, là, il y a des chiffres là-dedans intéressants. Tu sais, on pense qu'il y a de la relève, là. Mais savez-vous que dans les 10 dernières années au Québec, la moyenne d'âge des chasseurs a vieilli de 10 ans. Il y a 10 ans, la moyenne d'âge des chasseurs au Québec était 45 ans. L'année passée, 55 ans. On a perdu 1,1 à 1,2 % de chasseurs par année au chevreuil. C'est insignifiant dans un an. Dans 10 ans, c'est 12 %. Fait qu'on s'en va de même. Puis c'est pas juste l'histoire de la qualité de la chasse, là. Arrêtez-moi ça, là. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas de qualité de chasse puis pas de ratio dans bien des places. Puis il y a du monde qui chasse encore, là. Puis comme moi, là, chez nous, là, on a perdu beaucoup de chasseurs. Fait que moi, indirectement, la qualité de la chasse a monté. On a plus de bocs, on a plus de beaux bocs. Puis il n'y a pas grand monde qui fait du RTLB alentour, mais la pression de chasse a baissé. Parce que le monde, je suis un milieu d'anglais, le monde a vieilli, il n'y a pas de relève. Les gens qui ont acheté des terres, c'est du monde de la ville. Ça chasse moins. Fait que c'est tout ça là, qui est à tenir en ligne de compte. Là, je vais vous décourager encore un peu plus. De 2000 à 2010, dans les grosses zones de l'Estrie, en montant vers Drummond, Victo, tout ça, là, 60% des gens qui achetaient des terres, c'était des chasseurs, 40% des 30% des agriculteurs, puis 10% des écologistes, naturalistes, protection anti-chasse.
De 2010 à 2020, 60% des acheteurs de terre sont des placements immobiliers, des gens qui ne veulent rien savoir de la chasse, rien savoir de couper du bois. Ils achètent ça pour se retraiter un jour. Souvent, c'est des professionnels qui ont des sous. Pour se retraiter un jour, puis avoir la paix, un petit chalet, ça chasse pas, ça veut pas de chasseurs et ça veut pas faire de coupe forestière. Ça, c'est les nouveaux acheteurs de terre dans le centre du Québec. Qu'est-ce que ça fait? Chaque nouveau qui est comme ça vient d'acheter une terre qui va virer en sanctuaire. Et le chevreuil, aussitôt que la guerre prend, il rentre dans le sanctuaire, il rentre sur ces terres-là, puis il attend que la tempête passe. Ce qui fait que nous autres, alentours, on n'est pas conscients de ça, là. On sait qu'il y a un nouveau acheteur, on le connaît pas, il vient pas souvent, puis on ne sait pas s'il chasse pas. Puis on vit qu'il y a un nouveau sanctuaire qui est là. Je pourrais vous en donner là encore. Écoute, je suis pas coupé, on va continuer. Ma blonde, elle me laisse du lousse. Bon, moi, je suis consulté par la ville de Longueuil pour les problèmes de chevreuil. Bon, ce qu'on voit dans les journaux, c'est superficiel, là, c'est un peu plus avancé que ça, puis il se passe des choses. Bon, un des problèmes de la ville de Longueuil, c'est que dans le fameux parc, où il y a beaucoup de chevreuils, le chevreuil, il est pas là à l'année. Il est principalement là, il est beaucoup plus là à mi-bas le printemps, et après, c'est l'hiver. Après la chasse, là, il se met à rentrer parce qu'il n'y a pas beaucoup de bouffe là. Mais malheureusement, même si la municipalité essaye de mettre des amendes, il y a un groupe là, de fanatiques de la nature, là, de bambinos là, de Walt Disney, qui nourrissent sa cachette, puis qui de nuit, puis ce qui fait que le chevreuil se vide d'une autre forêt qui s'appelle la forêt Tremblay, le boisé Tremblay. Mais le boisé Tremblay, tu as le droit d'aller chasser là. Mais le problème du boisé Tremblay, c'est que la municipalité de Longueuil en appartient à peu près 10%. Puis toutes les autres terres privées alentour, là, 80% des propriétaires, c'est des placements immobiliers pour des futurs développements de la ville de Longueuil. Des Russes, des Japonais, des Chinois, des Indiens de l'Est. La moitié vivent même pas au Canada. Ils ont ramassé du terrain et là, c'est du no hunting, pas de trépassing, pas le droit de passer, tout ça. Puis ça se remplit de chevreuils, puis ils sont pas capables de contrôler. Puis quand la neige commence à arriver, ben, ce chevreuil-là, il se vide, puis il rentre dans la municipalité, puis le nombre augmente dans le parc, dans le centre, parce que là, il y a des nourrisseurs. Ça fait un dossier qui est excessivement dur à contrôler parce que tu ouvres la guerre où dans ça, puis dans la place où ce que tu pourrais chasser, où c'est légal, plus que la moitié des propriétaires terriens sont pas rejoignables presque pour pouvoir louer les terres, pour pouvoir mettre une pression de chasse qui a de l'allure. Fait que, ça, c'est encore un dossier qu'on voit publiquement, là, que les professionnels se font planter, puis que c'est des pas bons, puis des moins que rien. Mais c'est pas une question des professionnels, c'est une question de loi municipale, provinciale, de loi canadienne, de tout ça, qui sont, puis les gens sont pognés là. Puis là, à travers ça, tu as du monde qui sont allés sur la colline parlementaire pour 3 semaines. Mais eux autres, c'est nourrir le chevreuil. Le dada, c'est d'autres choses. Puis ils pensent qu'ils ont raison. Puis tout le kit. Fait que, puis là, après, c'est médiatisé. Puis dans le journal, il n'y a pas grand place. Fait qu'on on met au plus sensationnel pour que ça vende. Puis nous autres, on se fait des opinions face à ça, avec pas assez de données. Puis on est convaincu que ça va pas bien. C'est souvent ça, malheureusement. Bon, il en reste-tu de ces questions-là? Très bon live, vraiment, on partage beaucoup le même point de vue. Bon, ben, Yann, on va aller prendre bière ensemble. Même si ça gâche pas, pourquoi permettre 2 bocs? André, tu as tout à fait raison. 100% raison. Pourquoi permettre 2 bocs? Pourquoi ne pas donner à la place une femelle et un boc et t'obliger à tuer une femelle? Pourquoi pas donner 3 chevreuils? Dans le sens que dans les zones où ils veulent vraiment baisser, ben, qui disent, OK, on va te donner un 2e boc, mais il faut que tu nous claires 2 femelles avant, une femelle avant. Il y a plein d'affaires que tu pourrais faire autrement. Sur ça, je peux pas aller contre toi, André, t'as 100% raison. Je trouve pas que c'est une bonne décision. Mais, c'est pas la mienne. Fait que, ça, c'est sûr. Fait que, voyez-vous, je suis pas si loin que ça de ceux qui pensent que je suis le ennemi juré, là. C'est juste que moi, j'aime pas la stratégie qui a été prise, puis à mon âge, j'en veux plus de ça. Je veux un monde de paix. Bon, sur les tops des montagnes, installerais-tu des appâts? Non.
100% non. Je mettrais dans les vallées, puis je chasserais ces tops de montagne quand ils reviennent se recoucher. Même problème de roulement de cheptel dans les réserves fauniques CEPAC. À Longueuil, bon, OK. Il reste du monde seulement, mais il reste encore 40 personnes. J'ai relevé 25 à 30 caches dans le boissier Tremblay. Il y a une forte pression, je trouve. T'as raison, Philippe. Je l'ai passé de fois en compte, là. Un des mandats que j'ai eu, c'est ça, là. Forêt Tremblay, l'autre forêt, puis là, d'autres mandats s'en viennent. Mais, oui, il y a de la pression de chasse. Je vais pas dire le contraire dans la Forêt Tremblay. Mais si tu as remarqué, elle est souvent regroupée. Puis il y a souvent des gros trous où il n'y en a pas. Puis les gars qui chassent dans la Forêt Tremblay, là, j'en ai contacté certains là, dans le contrat que j'avais, là. Et malheureusement, c'est tous des chasseurs de bocs pour la plupart. Mais là, nous autres, on veut des chasseurs de femelles. Puis là, c'est ça qu'on n'est pas capable, qu'ils sont pas capables de trouver à Ville de Longueuil. Puis là, quand ça devient à promotionner ça puis ouvrir ça at large, ben là, tout d'un coup, les groupes déjà existants chiolent, puis eux autres qui ont déjà des permissions écrites des propriétaires des quelques places où ce que ça permet. Fait que c'est vraiment un dossier qui est particulier, là. Bon. Là, il est venu le mot CEPAC. Je vais me faire réfléchir sur quelque chose. Tu sais, on entend souvent on n'est pas tellement... Quand on n'a pas voyagé et on n'a pas vu beaucoup en dehors de la province, on pense qu'au Québec, on a de la forêt à perte de vue pour tout le monde. Mais en réalité, là, c'est parce que souvent, on est né, c'était déjà sur place, puis on n'a pas vu ça, puis on n'a pas été voir ailleurs. Mais le Québec est la place où ça coûte le plus cher chasser et où tu as le moins d'options possibles pour chasser. Mais pourtant, c'est une des plus grandes provinces du Canada, là. À quelque part, ça marche plus. Si tu veux chasser, ça CEPAC. Ça te coûte un bras, ça te coûte de l'argent, il faut qu'il rentabilise. Le prix, c'est pas ça que je discute, il faut que tu sortes de l'argent. Si tu veux aller sur un pourvoyeur, ça te coûte de l'argent. Au Québec, c'est la seule place où les pourvoyeurs ont un droit exclusif de chasse. N'importe où ailleurs au Canada, on a un droit exclusif de faire de l'argent avec la chasse. Moi, j'ai 28 tags en Saskatchewan sur notre terrain. Il n'y a jamais de monde parce que les résidents chassent dans le farmland. Donc, dans le bois, il n'y a pas un chat. Ce qui n'est pas le cas au Québec. Au Québec, nous autres, il faut sortir du farmland parce qu'il y a trop de monde. Il faut monter dans le bois. Mais quand on arrive dans le bois, on fesse des zecs. Une zec, ça te coûte une carte d'amende, 3, 4, 500 piastres, un chalet, ou un camping, ou tu fesses une pourvoirie, ou tu fesses une CEPAC. Après, c'est des terres privées, puis les morceaux de terre publique sont très petits, là. Puis pour avoir de la terre publique sans bail de rien, libre de tout, accablé de toutes sortes, là, faut que tu ailles loin, puis c'est pas des gros morceaux. Comprenez-vous, là? Ben, en réalité, là, c'est ça le problème au Québec. C'est que tout est contrôlé partout, c'est tous des petits clubs privés de toutes sortes. T'as un chalet, ça me disait que tu contrôles les 3 étangs castors en arrière. S'il arrive quelqu'un, la guerre prend. Tu rentres sur le public, ben là, il n'y aurait pas à avoir de guerre. Ben, il y a des pancartes 4 gauches qu'en 2022 après Jésus-Christ. Ben là, il y a une autre guerre qui éclate là. Puis ça, c'est le même partout, et c'est la CEPAC. Il n'y a personne au début qui aimait ça. Les privés, là, sont tous en guerre contre la CEPAC. Mais c'est un autre petite mafia depuis des années, là, des hauts ministères, là, des hauts fonctionnaires, puis ça c'est bien payé, puis ça continue. On va pas parler contre la CEPAC. Ben non, il y a des professionnels de chasse qui ont des bons contrats tous les années pour faire de la pub, la CEPAC. Ils t'aideront pas, là. Ça fait qu'à partir de là, tu te ramasses que on vire toujours dans la même marge. On est tout le temps dans la même problématique que il n'y a pas beaucoup de disponibilité de chasse pour le nombre de chasseurs qu'on est au Québec, malgré le grand terrain, parce que c'est tout contingenté, c'est tout coupé, c'est tout politisé. Je me suis vidé le cœur. Bon. Ton live, avec qui et comment je peux vous écouter? C'est avec Charles Doris sur Tournée de film Chasse et Pêche. Mardi soir à 7h30, tu vas sur Tournée de film, TFCP. Tu vas t'enregistrer là. Ça va durer à peu près 2 heures, 2 heures et demie. C'est sur 4 points précis. Tes meilleurs calls de femelle, c'est viens-t'en mon amour, je suis prêt. Tes meilleurs calls de femelle et de mâle, sorte d'endroit pour s'y procurer. Moi, là, j'ai encore mon vieux call Buck Expert avec du tissu autour de la trompette, puis que 2 pitons, là, parce que j'ai toujours trouvé que les sons là-dedans étaient faciles, puis que ça portait, puis tout le kit. Et par contre, je suis obligé de dire que les gros
call pesant, les MAD là, de la famille Dury, ça sonne en tabarouette puis ça porte. Des fois, un ground, là, tu veux que ça porte loin, là. Ça passe dans un bûcher ou ça passe dans le bord d'un champ ou peu importe, là. Puis il vente un peu, là. Tu veux que le ça sorte, là. Fait que j'aime ça fait du bien d'avoir une heure juste. T'as raison. C'est impoli de ma part de continuer. Bon, ben, c'est vrai. Ça fait que les gars, pour les gars qui suivent, je vais être respectueux, puis je vais fermer mon micro, puis je vous souhaite une très belle soirée, puis vous reviendrez dimanche matin 10h, on pourra continuer. Puis je pense que c'est Luc là actuellement, puis il y en a d'autres, là, puis ou Stéphane, mais c'est une belle fin de semaine, amusez-vous. Merci beaucoup, puis on lâche pas. Bye.